Oui, bonjour, ici Philippe Dufresne à l'appareil. Pour la première fois, je vais passer Daniel Lévesque en entrevue. Bonjour David. Oui, bonjour Philippe. Fait que c'est une première pour moi de passer qui que ce soit en entrevue d'ailleurs. Fait que je vais faire ça à brut de pointe, puis c'est certain que je vais m'enfarger dans mes mots. Fait que Ouais, soyez faut indulgents pas un peu. stresser, c'est ça exactement. Faut prendre ça relax, Philippe. Donc, ça va être une première aussi pour moi. Pour la première fois sur ma propre chaîne YouTube, je me fais interviewer. Et là, on Ben procède à oui, un changement drôle, une inversion drôle. Fait que moi, je trouve ça intéressant comme expérience. ben, je trouvais ça le fun que tu fouilles partout d'un et de l'autre à travers tes invités, puis on sait absolument rien de la personne qui interview. Justement, cette personne-là est vraiment intéressante de s'intéresser au supramental. Fait que je trouvais ça légitime d'en savoir un peu plus sur le type. Oui, certainement. Donc, je t'écoute. OK. Bon, ben, c'est pas. Fait que, première question, à quel moment de ta vie as-tu eu, eu conscience des autres plans? En fait, ce qui est arrivé, c'est que à l'âge de 17 ans, mon père est décédé du cancer. Donc, autrement dit, il y avait une maladie. Il était en phase terminale. Je l'ai vu dépérir devant moi. Et ça m'a amené dans une forme de crise existentielle quand même assez jeune. Habituellement, là, quand tu as 17-18 ans, tu penses aux jeux vidéo, tu penses à sortir, mais pas à des questions à savoir est-ce que de la vie après la mort. Donc, OK. c'est le type de questionnement qui m'a habité parce que je l'ai vu dépérir pendant plusieurs mois dans le sens que le cancer qu'a eu mon père l'a amené à être vraiment squelettique. Là. Il a perdu beaucoup de masse musculaire, puis c'était abominable. Là. Je veux dire, il y avait l'intestin littéralement bouché. Donc, Oh. en bon québécois, il était dans la marde, dans le sens littéral. Là. Il ne pouvait plus aller déféquer aux toilettes. Puis vers la fin, il y avait un tube dans la bouche pour reprendre ce qu'il y avait dans les intestins pour le faire sortir. Oh. Donc, ça a été très lourd comme expérience. Puis face à ça, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Donc, ce genre de questionnement-là, puis je me suis intériorisé. Donc, j'étais seul chez moi et puis je tenais un journal personnel où j'écrivais des choses. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à poser des questions et puis ça me répondait. Fait que j'ai De trouvé quelle ça... façon? Ben, De façon clairement ou intuitivement? ben c'est intuitivement. OK. Donc, autrement dit, je posais la question, est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Puis là, ça me disait oui, oui, il y a de la vie après la mort. Mais sans m'en rendre compte, en faisant ça, j'étais en train de canaliser. Ben oui. Donc, Ça, c'est le coucher sur papier à fur et à mesure? oui, oui, oui. Wow. OK. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que quand que j'étais jeune, j'étais très intériorisé, j'étais très solitaire. Ah, OK. Dans le sens que j'étais quelqu'un qui me sentait naturellement différent des autres. À un moment donné, j'avais fait partie d'un groupe par rapport à une pièce de théâtre et le professeur qui s'occupait de l'activité trouvait ça particulier parce qu'il dit c'est pas le groupe qui te rejette, c'est toi qui rejettes le groupe parce que naturellement, j'allais plus dans mon coin. Qu'est-ce qui te portait à faire ça? Je me sentais différent des autres. Je me sentais pas sur la même longueur d'onde. Et puis, ce qui était, c'est ça, je pouvais passer plusieurs heures à jouer tout seul avec des Legos. Je m'ennuyais pas. Je OK. me sentais déjà comme en contact avec mon esprit, mais c'est lorsque mon père est décédé, puis là j'ai eu des questions existentielles, puis ça m'a mis en colère. Être confronté à la mort, c'est pas agréable. Non, Puis tout ça, c'est ça, sûr. fait que ça m'a amené à monter en vibration. Et puis à travers ça, ça m'a amené à justement à canaliser. Puis là j'ai pris conscience de l'esprit, parce que on peut vivre un contact avec l'esprit sans s'en rendre compte. Mais lorsqu'on prend conscience en disant, coudon, je pose des questions puis je me réponds à moi-même, il se passe quelque Oui. chose, là. Tu sais, c'est. Ça s'est échelonné sur combien d'années, cette prise de conscience-là, que tu veux avoir une conversation cohérente avec toi? OK, ça a commencé à 17 ans. Et puis, par la suite, j'écoutais la radio. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la ville de Québec. Il y avait un animateur à l'époque sur les ondes de la radio qui s'appelait Jean Cazot et qui a œuvré dans le domaine de la métaphysique et de l'ufologie. Puis à un moment donné, ben, il parlait du contact avec l'esprit, qui avait sorti un livre qui s'appelait Dialogue avec mon supérieur immédiat. Il a fait là aussi l'esprit de Thomas. Il y en a eu plusieurs. Et puis je me suis mis à OK. lire ce livre-là. Puis là, ça a entré en résonance. J'avais à peu près, c'est quelques années après, j'avais peut-être 20 ou 21 ans.
Et quand que j'ai commencé à lire ses livres, j'ai dit, c'est ça. C'est exactement la même chose que je vis. Fait que ça a comme clarifié que je vivais un contact avec mon esprit. Puis ça m'a mis des mots sur l'expérience que je vivais, qui était en écho avec celle de cet auteur, donc Jean Cazot, qui écrit toujours des livres, soit dit en passant. Il est très connu au Québec. Et puis, le livre qui m'a davantage marqué par rapport à lui, c'est Dialogue avec mon supérieur immédiat. Mais comme il date d'un peu plus de 20 ans, ça se peut que ce soit difficile à trouver. Mais pour faire une histoire courte, c'est lui-même qui pose des questions puis qui se répond. Donc, il fait la canalisation carrément là, dans le livre. Là. Ah, puis c'est encore d'actualité d'ailleurs. Puis pour revenir, j'ai 2 sous-questions face à ça. Oui. La première sous-question, c'est face à ton père. Lui, sur quelle longueur d'onde était face à cette croyance-là ou ce travail-là avec la conscience supramentale, ou il était plus religieux, catholique, ou à l'époque, de quelle façon il abordait la mort? Ah, OK, oui. Ben lui, c'était un catholique, là. Ma mère aussi à l'époque. Donc, il n'avait jamais entendu parler de Bernard de Montréal. Mon intérêt est venu après. C'est-à-dire, une fois qu'il a été décédé, ben, je me suis intéressé à Jean Cazot. Par la suite, à Richard Glenn, qui a présenté là, sur Internet des vidéos de différentes personnes, dont à un moment donné, j'ai entendu celle de Bernard de Montréal, puis je me suis mis à m'intéresser à son matériel. Avec raison. Puis à propos de Jean Cazot, vous tentez de le contacter ce type après? Oui, bien entendu. Oui. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver une entrevue que j'ai faite avec lui. Puis tu peux me tutoyer, Philippe. Là, Ah, ça déboule de même, désolé. il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, je l'ai interviewé, Jean Cazot, avec plaisir. J'apprécie pas mal tous les livres qu'il écrit en lien avec la conscience, parce qu'il y a 2 volets. Il y a le volet côté conscience métaphysique, contact avec l'esprit paranormal, puis il y a le volet aussi ufologie. L'ufologie, bon, je suis conscient qu'il y a de la vie extraterrestre. Pour moi, c'est clair depuis longtemps. Donc, ça m'intéresse un petit peu moins. Par contre, vivre la conscience individuellement en relation avec le contact qu'on peut connaître avec l'esprit, c'est par rapport à ça que je me sens plus proche c'est normal aussi. dans sa démarche. Il faut commencer avec la base, comme on dit. Exact. OK. Fait que moi, je suis prêt pour la deuxième question. Oui, vas-y. Dans le fond, ça vient de répondre à cette question-là. Ben, as-tu été influencé par des gens de ton entourage, amis, famille, via la spiritualité ou l'esprit mental? En fait, dans ma famille, il n'y a pas personne qui s'intéressait au supramental. C'est vraiment moi qui va amener ça sur le terrain. Là, par la suite, ma mère, aujourd'hui, elle s'y intéresse un peu. Elle écoute des fois mes enregistrements. Mais à la base, mon intérêt est en relation avec les enregistrements là, qu'a fait Richard Glenn d'entrevue de Bernard de Montréal, qu'on voit une fois de temps en temps là, sur son site Internet. Oui. Donc, moi, c'est sûr que j'ai exploré plusieurs invités qu'il y a eu Richard Glenn au fil du temps. Et celui qui me rejoignait davantage, je me sentais davantage en affinité vibratoire, c'était vraiment Bernard de Montréal. Donc, c'est ce qui m'a amené par la suite à vouloir prendre connaissance davantage de son matériel. Et puis là, je me suis mis à écouter ses enregistrements en solo, la collection de la psychologie évolutionnaire et les autres. Là, Oui, t'en avant-gardiste pas mal aussi. Oui, exactement. Là, donc, c'est sûr qu'il y a une vibration qui se démarque de celle des autres. Quand on prend contact avec ça, c'est différent des conférenciers qui habituellement ont plus tendance à réciter des mémoires. Dans le sens que quelqu'un fait un plan, il y a un sujet amené, sujet posé, sujet divisé, point 1, point 2, point 3. Donc, souvent, les gens vont présenter des conférences avec des acétates. C'est tout réfléchi, c'est tout calculé. Alors que lui, ce qu'il faisait, c'était de l'improvisation canalisée par rapport à l'esprit, ce qui est très différent, puis ce qui est plus vitalisant aussi à entendre. Oui, exact, vitalisant. C'est intéressant ce mot-là, parce que justement, j'allais dire comme quoi que un coup, tu as fini d'écouter du Bernard de Montréal, mais dans le fond, tu te sens la tête comme plus léger un peu, puis tu n'as pas l'air à penser puis à être embourbé dans des mémoires qui te fatiguent à la longue. Oui, exactement, parce que après tout, lorsqu'on perçoit quelqu'un qui canalise et qui émet une vibration, ça nous sort de la conscience réflexive pour se brancher à la vitalité de l'émission primordiale de l'esprit. Parce que l'esprit en tant que tel, c'est une vie
à la différence de ce qui émerge par rapport à la réflexion, qui est des mémoires, qui est en lien avec la matière morte, c'est-à-dire d'une émission passée de l'esprit. Donc, c'est bien simple, ça coule. Ouais, Ça ben coule. c'est sûr, Ça quand que... coule. Ben là, quand on commence à arriver dans la réflexion, mais là, ça bloque un peu quand tu réfléchis. Ouais, Fait que là, c'est pas naturel. exactement. Donc, c'est sûr que la réflexion crée une lourdeur énergétique parce qu'elle produit d'une relation entre l'être humain par rapport à des éléments anciens, tandis que lors de la canalisation, c'est fluide étant donné que c'est ce qui est généré dans l'instantanéité du moment présent par rapport à l'intelligence créative au sein de l'individu qui se manifeste en lui. Plein de beaux mots, ça. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à parler de façon si fluide. Mais ça vient avec le temps, là, tu sais. Moi, j'ai développé plus d'aisance avec le temps à force de faire des enregistrements, là. C'est sûr que là, j'en ai fait au-dessus de 300. À un moment donné, ça devient un petit peu plus facile, comme on dit. Mais avec le temps, tu sais, si tu parles petit à petit sur plusieurs mois, plusieurs années, à un moment donné, tu vas devenir plus fluide dans ta parole. Ouais, c'est normal. Moi, mon côté bûcheron, il n'est pas perdu encore. OK, on enchaîne avec la troisième. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie avec cette nouvelle science? Dans ton quotidien? Ben, c'est-à-dire que le contact que j'ai avec l'esprit m'amène à modifier la manière de gérer mon quotidien. Et ça, c'est le volet le plus intéressant et pratique de la chose. C'est-à-dire que, premièrement, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Là. Tous les aspects de ma vie, en fait, ont été revisités à partir de cette conscience-là avec laquelle je suis en contact, dans le sens que, je vais te donner un exemple. J'ai travaillé, tiens, je vais parler de ce que j'ai vécu récemment. Récemment, j'ai passé un mois à pratiquer le végétarisme. Okay. Donc, à manger, pas manger de viande. Et puis, dans le fond, moi, ce que ça me dit intérieurement, depuis le départ, quand que j'étais tout jeune, ma petite voix intérieure me disait que j'avais pas à manger de la viande. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par l'écouter. C'est sûr que le auteur que j'avais, ça a été à 38 ans. Et puis, j'ai passé un mois sans manger de la viande. Puis, je peux te dire que suite à mon expérience, je me sens pas plus faible que lorsque j'en mangeais. Donc, ça n'a pas diminué ma qualité personnelle en termes énergétiques. Okay. Sinon, c'est sûr que ça me demande moins d'énergie de digestion. Fait que je peux dire que j'ai fait ce gain-là. Mais dans le fond, ce que ça change, c'est que d'être en contact avec l'esprit, c'est que ça va me dire des choses intérieurement. Et puis, j'ai à m'ajuster par rapport à ça. Tu sais, si ça me dit de ne pas manger de la viande, moi, j'ai, en tant qu'ego, à vibrer puis agir, pour employer la belle expression de Daniel Ménard, c'est-à-dire m'ajuster dans mon quotidien en fonction de qu'est-ce que ça me dit intérieurement. C'est sûr qu'il faut évaluer si c'est intelligent aussi, parce que l'esprit peut nous tester, là, mais ça m'a amené à faire des ajustements dans ma vie. Ça m'a amené à changer mon regard par rapport aux différents aspects de mon existence, là, tu sais, que ce soit par rapport au couple, dans le sens que je peux aborder un peu cet aspect-là en disant que, dans le fond, moi, plus que je suis en contact avec l'esprit, plus ça me fait réaliser un peu derrière les formes qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Tu sais, dans le sens que si une personne te dit oui, c'est correct, mais en réalité, tu captes que derrière la voix, c'est pas ça. Qu'il est pas à l'aise, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. À ce moment-là, c'est ça la captation vibratoire. C'est-à-dire que tu es capable de voir si, entre la vibration et la forme qui est présentée, si c'est congruent ou non. Et puis, des fois, ça m'a amené à capter par rapport à ma compagne certains malaises qui n'étaient pas nécessairement nommés dans la relation que j'ai eue avec elle. Puis, ça peut être dans le fond, je ne suis pas parfait non plus. À ce moment-là, tu peux désamorcer ça en disant, mettons, inquiète-toi pas, sens-toi à l'aise de le dire, puis tout ça à cause de cette vibration-là du mauvais malaise de ta compagne. Oui, exactement. Ça peut amener à vouloir ajuster les choses puis les mettre au clair, là. Intéressant. Oui, exactement, là. Puis, as-tu remarqué des changements de ton humeur ou physiquement ou psychiquement face à ça?
Ben, changement physique, ce que je te dirais, c'est que lors de l'année 2010, pas 2017, excuse-moi, lors de l'année 1998, où ce que j'avais 17 ans et que mon OK. père est décédé, dans le fond, la prise, j'étais sous tension, là. Puis j'ai beaucoup vécu d'émotions avec grande intensité. Puis, ce que je te dirais, c'est que j'ai un peu maigri. C'est-à-dire que avant que mon père décède, j'avais tendance à accumuler les émotions, les refouler. Donc, j'avais engraissé un petit peu du ventre. Et OK. puis, par la suite, une fois qu'il est décédé, ben là, j'ai été dans un mouvement plus d'extériorisation. J'ai pleuré, beaucoup de peines qui avaient été refoulées dans le passé. Fait que j'étais plus dans un mouvement de la parole, puis j'ai maigri du ventre un peu. Fait que ça a été un changement que j'ai connu, là. Donc, il y a un processus de libération émotionnelle. Je me suis mis aussi à jouer de la musique, à écouter de la musique heavy metal, puis des fois à crier, à jouer de la guitare. Donc, j'ai été dans un OK. mouvement d'extériorisation assez intense, là. Ouais, Colin, Puis au niveau de tes amis, ça a changé quelque chose face à toi? Ben, c'est-à-dire que avant de passer à cette question-là, je vais rajouter quelque chose à l'autre. OK, vas-y, excuse. Il n'y a aucun problème, tu n'as pas à te sentir coupable. C'est qu'en termes de changement physique, ce que je peux te dire, c'est que lorsque je canalise l'esprit, dans mon expérience, ce que je vis, c'est comme s'il y a un champ d'énergie qui se superpose au mien. Et puis, à ce moment-là, je suis dans un état, en captant cette énergie-là qui s'exprime, dans un état de dynamisation qui fait en sorte que, si par exemple on parle ce soir pendant une durée de temps significative, là, plus que 10 minutes, disons qu'on parle OK. pendant 2 heures de temps, ça peut être possible que par la suite, j'ai de la difficulté à m'endormir après, parce que la vibration va m'avoir dynamisé dans un mouvement. Fait que là, pour me calmer, ben, je peux aller prendre une douche, je peux aller marcher à l'extérieur, mais il y a un phénomène qui s'installe où lorsqu'on canalise beaucoup, puis on altère en fait le taux vibratoire naturel de l'âme qu'on a en laissant s'exprimer l'esprit à travers nous, que ça crée une tension énergétique, un peu comme quelqu'un qui va s'entraîner physiquement intensément à soulever des poids et haltères. Souvent après, il est dynamisé. Ça prend une période de repos. Tu sais, quelqu'un ne peut pas dire je vais aller m'entraîner puis je vais aller dormir tout de suite après. S'il a fait, entre autres, de la course intense, des elliptiques ou du cardio, quelque chose qui le dynamise parce que il faut que le corps se repose, mais c'est la même chose par rapport à la canalisation selon la manière que je le vis présentement. Au Ouais. mental aussi, parce que ma conjointe, quand elle vient d'enseigner, a besoin d'un break, elle n'a pas de dormir tout de suite, elle a trop de matière qui vire dans la tête. Ça, c'est au Fait que niveau ça de peut être un peu l'intellect. pareil. Mais c'est pas pareil parce que la fatigue intellectuelle, c'est lié au fait d'avoir traité avec des formes, avec du mémoriel, parce que ça gruge OK. beaucoup d'énergie, tandis que de traiter avec l'esprit, c'est quelque chose d'autre qui est vécu par la suite lorsque l'esprit s'exprime à travers soi, parce que ça crée une forme de dynamisation, on se sent pas lourd dans le mental, à la différence du traitement avec l'intellect. On se sent Ah, léger dans le mental. Sauf que lorsqu'on canalise intensément, c'est comme si on vit une habitation par l'esprit. Les limites de tout ça, c'est que quelqu'un qui vit ça, ben, il peut, s'il est trop absorbé par ça, perdre contact avec les besoins corporels ou que les besoins soient plus effacés comme l'envie de boire ou d'uriner. oh boy, OK. Fait que dans ce temps-là, c'est d'essayer de descendre la vibration, excuse. Oui, ben, oui, c'est parce que là, il y a des choses un peu techniques à discuter là-dessus. Là. C'est que tant que l'âme a un taux de déphasage important par rapport à l'esprit, c'est que lorsque l'esprit se manifeste à travers elle, ça va créer une tension énergétique, étant donné qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais à mesure OK. que l'être humain s'ajuste avec l'esprit, à mesure c'est facile de composer avec cet état altéré, puis éventuellement cet état-là est toujours le même. Que la personne soit en mode actif ou passif par rapport à la canalisation de l'esprit, puis elle reste sur ce mode-là 24 heures sur 24, puis son état est plus stabilisé, il y a moins de déphasage. Mais c'est sûr que je vais me diriger vers là.
Mais tant que j'en suis pas rendu là, ben, des fois, il faut que, suite à une activité intense de canalisation, il faut que j'aille prendre une douche pour me calmer puis enlever la vibration résiduelle dans ma psyché et dans mon aura associée à l'activité de canalisation. Puis suite à ça, tu trouves ça être plus agressif des fois après une utilisation comme ça? Est-ce que je suis plus agressif? Ben, je peux rester dans un mouvement de contestation de l'esprit. Parce que c'est sûr que Non, je parle dans Oui, ton entourage, là. OK. Est-ce que je suis plus agressif avec mon entourage en lien avec l'esprit? Pas nécessairement. C'est sûr qu'au début, j'avais tendance à vouloir ajuster les gens de mon environnement. Et puis, avec le temps, j'ai réalisé les limites de tout ça parce que tu ne peux pas amener quelqu'un à changer s'il n'y a pas la vibration de changer. Donc, C'est pas rendu là non plus, c'est ouais. ça, exact. Ça doit partir de l'individu. Donc, avec le temps, j'ai appris que il faut que j'aie le signal intérieur que c'est intelligent de dire certains propos qui visent un réajustement d'une personne parce que là, j'ai le signal interne que c'est le temps que ça se fasse. Mais si je le fais en fonction d'un désir de l'ego, ben là, à ce moment-là, dans un mouvement d'orgueil, puis là, je dilapide mes énergies vitales. Donc, je te dirais que je suis pas... présentement, je suis moins en mouvement de contestation. Ce qui va me mettre en mouvement plus de contestation que les gens de mon entourage, c'est moindrement que je sens quelqu'un qui me domine. OK. Donc là, ça va m'amener dans un mouvement là, de contestation davantage. Là. Si la personne veut marcher sur mon territoire puis m'imposer des croyances, des formes, je vais la contester. C'est sûr, au début, je vais le faire poliment, mais si elle ne comprend pas, ben, je vais monter en intensité ou je vais m'éloigner. Ouais. Puis comment tu vis l'injustice? C'est un sujet intéressant. Dans le sens que de vivre un processus où on connaît un contact avec l'esprit alors que d'autres personnes ne vivent pas ça simultanément dans son environnement, ça peut être perçu comme étant injuste, bien entendu. Parce que, autrement dit, tu es capable de percevoir des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas. Fait que vous ne pouvez pas établir nécessairement un contact, une communication qui est totalement sur la même longueur d'onde. Donc, ça crée un déphasage énergétique. Mais si l'autre personne ne le voit pas, tu ne peux pas le contester de ne pas voir des choses qu'il ne voit pas. Tu sais, après tout, c'est celui qui voit plus qui doit s'ajuster à celui qui voit moins et non pas le contraire. Fait que ça crée des situations particulières. Mais je dis pas que je suis parfait, là. Je dis pas que je vois tout, là, naturellement. Là, je me définis comme étant en processus d'individuation. Mais pour en revenir à la question de l'injustice, c'est sûr que la vie sur Terre peut, à partir d'une conscience réflexive de l'ego, être perçue comme étant injuste, mais du point de vue des plans, donc autrement dit des forces, des êtres sur le plan éthérique, la conception de la justice est différente de celle humaine. Et qu'est-ce qui peut nous apparaître comme étant injuste pour nous peut être totalement juste, mais du point de vue des êtres qui font l'administration des destinées des êtres humains sur Terre. Je pose cette question-là parce que je te dis que moi, c'est un gros travail que j'ai à faire. C'est vraiment face à ça. Moi, l'injustice, ça vient me toucher de façon incroyable. OK. Peux-tu me donner un exemple de choses qui viennent te chercher? Oui, à mon niveau, pour ce qui est de l'injustice, moi, j'ai trouvé ça, mettons, qu'une personne qui, au travail, qui est récompensée via un travail, puis que, mais dans les faits, il travaille vraiment pas bien, versus qu'une personne qui travaille ventre puis qui n'est pas gratifiée, ça, c'est plus choquant à un petit niveau-là. Mais à cette heure, j'ai réglé un petit peu ce petit coin-là, dans le sens où je m'en vais par en dedans, puis je me dis, bon, je fais quoi avec ça? Puis ça me dit des fois, lâche prise, laisse aller, trouve du temps. Ou des fois, ça me dit, bah, tout simplement, bon, ça vaut la peine de le confronter et vas-y. Ben, c'est intéressant parce que c'est du cas par cas selon la vibration du moment. C'est ça qui te donne une mesure si tu as à agir ou pas à agir. Tandis qu'avec une conscience réflective, ben, les gens ont tendance à dire « Ah, il faut que j'agisse tout le temps » ou « il faut que j'agisse pas jamais ». Tandis que là, tu as de la nuance. C'est-à-dire que tu as une flexibilité à t'adapter à ce qu'il émerge en toi.
Puis ça peut varier d'un moment à l'autre. Donc, Ce qui est intéressant face à ça, à cette heure avec ce contact, si on peut dire, mais la oui. vie est plus lousse et tu as moins d'embûches dans la vie. Oui, exactement, parce qu'à ce moment-là, tu es dans un principe de moins de résistance. Exact. Puis si on vient, tantôt, je t'avais posé une sous-question par rapport si, depuis le contact que tu as avec ton esprit, si au niveau de tes amitiés dans ton entourage, ça a changé quelque chose? Ah, très bonne question. Oui, en fait, c'est sûr que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a certaines personnes que j'ai dû m'éloigner parce que c'était des gens là, qui avaient tendance dans le fond, comment dire, à se plaindre, à insulter. Tu sais, c'est sûr que dans le fond, à mesure que je vis une relation qui s'approfondit avec mon esprit, puis à mesure que je suis moins intéressé avec les gens qui sont plus au niveau astral ou intellectuel. Je suis moins en résonance avec eux, puis c'est réciproque. Oh, Donc, ça tombe bien. c'est comme deux catégories mutuellement exclusives. Donc, quand tu changes de vibration, c'est sûr que les gens avec lesquels tu peux être ami depuis l'enfance, ben, à un moment donné, tu es moins en résonance avec eux. Puis là, tu rencontres des nouvelles personnes sur Facebook, puis tu es plus en résonance avec ces gens-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de changements au fil du temps par rapport aux amis que j'ai. C'est sûr qu'aujourd'hui, les relations que j'ai, notamment en lien avec les enregistrements que je produis, c'est beaucoup des gens qui... Je me sens plus en affinité avec eux parce qu'eux autres, ils vivent aussi une forme de contact avec l'esprit. Puis il y a un adage qui dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Oui. Dans le sens que c'est souvent le semblable qui n'est connu et compris que par le semblable. Donc, c'est sûr que si je veux être compris par mes amis, idéalement, ben, ça prend des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et c'est une des raisons, entre autres, qui a fait en sorte que j'ai produit des enregistrements pour Internet avec des entrevues, parce que ça m'a permis de développer des relations d'amitié avec certaines personnes. Et puis, c'est sûr que c'est toujours agréable de discuter avec des gens sur la même longueur d'onde parce qu'il y a un phénomène de résonance vibratoire qui va s'installer entre nous qui va faire en sorte qu'on peut capter la même énergie. Puis il y en a un qui peut commencer une phrase, puis l'autre la finir dans certains cas parce que à ce moment-là, il n'y a pas d'interférence astrale si on est capable d'être transparent dans la discussion. C'est sûr que je prétends pas être parfait, puis les gens qui m'entourent non plus. Là, je pense pas que personne soit parfait, mais c'est plus le sens que si les gens sont sur la même longueur d'ordre que soi, ben ça devient plus facile. Oui, puis tu es moins gêné un peu de reprendre d'autres personnes parce que des fois, tu peux amener un autre point de vue, puis j'avais pas vu ça de telle façon, puis c'est intéressant, puis avoir des beaux échanges avec différentes opinions. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est toujours un plaisir de vie de pouvoir bénéficier de l'intelligence des autres. Et puis, mais c'est sûr que par rapport à la question de l'amitié, ce que je te dirais que c'est pas évident dans ma vie parce que, bon, présentement, je vis dans une petite ville au Québec et puis les gens qui s'intéressent à la conscience puis qui vivent quelque chose en lien avec ça, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Donc, ce qui arrive, c'est que mes amis, présentement, c'est beaucoup des gens sur Facebook, un peu partout, mais les gens sont dispersés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vivre des contacts avec l'esprit en Europe, un peu partout au Québec, mais les distances sont grandes, ce qui fait en sorte que ça devient plus difficile pour moi de rencontrer des gens là, en personne. Donc, voilà où j'en suis présentement. Là, C'est vrai que ça nous isole un peu. Moi aussi, indirectement, j'ai fait du gros ménage dans mon entourage, mais je ne m'empêche pas de faire une bonne soirée de cartes ou de recevoir des amis à souper des fois. Fait qu'on s'ajuste à cette vibration-là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut être capable de s'ajuster aux autres. C'est sûr que moi, le dilemme que j'ai au niveau personnel, c'est par rapport à la question de la sélectivité, dans le sens que si je demande aux gens d'être trop ajustés, ben il n'y en aura pas beaucoup. Puis si en même temps, je ne suis pas assez sélectif, ben là, je vais me ramasser avec des gens qui ont tendance à dominer ou vouloir s'imposer à moi ou me rabaisser. Puis il va siphonner toute ton énergie en plus. Ben c'est ça exactement. Là. Fait que là, à ce moment-là, tu n'as pas vraiment de plaisir. Tu sais, si tu invites quelqu'un chez toi, puis
la personne passe le temps à te couper la parole puis à chercher à t'imposer ses idées puis ses croyances. Puis avoir raison, ouais. Exactement. Fait que si tu vis cette expérience-là, ben, tu as l'impression d'être mieux d'être seul que de mal accompagné. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Donc, c'est sûr que le dilemme que je vis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens présentement qui vivent encore ce processus de conscientisation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités présentement. Il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre aussi pour des gens. Et c'est par rapport à ce vide que j'ai décidé de faire, entre autres, une chaîne YouTube où je présente des entrevues pour donner l'occasion à ce qu'il y ait du réseautage qui puisse se faire, puis de répondre à mon besoin de m'exprimer, puis d'être capable d'échanger, puis d'avoir du plaisir avec des gens qui vont me partager des commentaires, qui se sentent concernés aussi par rapport à ce processus de conscientisation là, qui m'habite, là, en fait, depuis longtemps là, dans ma vie. Ça crée des très belles échanges aussi. Ben, c'est sûr que oui, entre autres, là, d'être capable de... En tout cas, j'ai trouvé des gens avec lesquels j'avais des belles complicités, des belles affinités. Là. Il y a eu, entre autres, Bertha, avec lequel j'ai fait plusieurs entrevues, que j'ai eu bien du plaisir à discuter avec lui. Puis éventuellement, ben, il y en aura d'autres. Ben oui. On va passer à la prochaine question. Avec cette connaissance, oui, as-tu des objectifs à long terme, puis tu as une nouvelle vision de vie? Ben, objectif à long terme, tu sais, au niveau de la conscience supramentale, c'est pas toi qui décides en tant qu'ego. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'ego, je pourrais te dire que j'ai comme objectif de devenir multimillionnaire. Mais. Ben, réalisable, je parle. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est que les objectifs de l'ego sont de plus en plus. En tout cas, ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, je sens plus la vibration. Fait que là, ce que je te dirais, ce qui m'habite, ben, ça a été une épuration au niveau de la nourriture. Ça, je l'ai fait récemment là, avec ma démarche en lien avec le végétarisme, le crudivorisme, où j'ai modifié d'une manière assez intense là, mon alimentation dans les dernières semaines. Tu vas avoir un barbecue avant, je pense. J'en avais pas. Ah, OK. Donc, c'est ça, c'est plus facile à gérer. Là. C'est un dépouillement qui s'est quand même fait au fil des ans, mais naturellement, j'avais pas d'intérêt pour le barbecue. Fait que de délaisser ce type de cuisson-là, pour moi, c'est pas un effort. Mais en termes objectifs, c'est sûr qu'en tant qu'ego, dans mon rapport de force par rapport à l'esprit, c'est de rapatrier toutes les potentialités que l'esprit comporte en moi en vue d'une intégration. Donc, intégration. Oui, ben d'intégrer son énergie. OK. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ego, mon objectif, je mets la barre quand même assez haute, c'est d'être libre du processus de la réincarnation, d'être libre des attaches astrales, puis d'avoir une volonté qui me permet, lorsque je ne serai plus sur le plan physique, de me propulser où ce que je veux dans le cosmos, pas être pris et gardé prisonnier du plan astral. Okay. Donc, autrement dit, mon objectif, c'est de développer une conscience libre. D'ailleurs, c'est en lien avec mon compte Facebook, j'ai marqué David Lévesque, Conscience libre. Ouais, je la trouve bonne. Bon, donc c'est d'être libre totalement de la forme, puis d'être libre de la soumission aux autorités planétaires. Ça peut être les maîtres, les gourous, ça peut être les professeurs, toutes les autorités, même cosmiques, dans le sens que même l'autorité de mon esprit qui peut avoir, tant aussi longtemps que mon taux vibratoire n'égalise pas le sien, éventuellement, ça devrait être dépassé. Et le fait que je conteste mon esprit a pour visée d'égaliser ma relation avec lui pour que l'unification psychique puisse se finaliser entre moi et lui, qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'être ou d'individus ou de conscience qui peut avoir un rapport de tutelle psychique par rapport à moi. Puis comment mesures-tu ça, cette échelle d'autorité-là avec ton esprit? Ben, c'est-à-dire que l'esprit, présentement, dans mon rapport à lui, c'est que il y a une intégration que j'en ai faite qui est partielle. Puis le fait que je vis encore des événements oppositionnels me donne une mesure qui a encore une partie de son énergie que je dois intégrer. Oh, c'est bon ça. Ouais. OK, ouais.
vais te passer une autre question. À quel point crois-tu être manipulé encore par les plans sur une échelle de 0 à 100? C'est une bonne question. Je remplacerai le mot croire par savoir, si tu me Ouais, OK. permets. Donc, c'est sûr que plus que je me conscientise, puis plus que je réalise que je suis manipulé par les plans, dans le sens que si on parle du principe que la pensée vient d'ailleurs, bien, la pensée que j'ai formulée il y a quelques instants, que j'ai communiquée à l'effet que je vais être libre de la tutelle psychique de l'esprit, Mhm. ben, même cette pensée-là ne vient pas de moi. Parce que OK. c'est subtil puis c'est particulier. Parce que, je vais répondre à ta question, inquiète-toi pas, Ouais, ouais, je suis pas inquiète. c'est que, dans le fond, peu importe la pensée que tu as en tant qu'ego, ça n'origine pas de toi. Donc, c'est sûr que la manipulation des plans, elle est très présente. En fait, je vais apporter une nuance par rapport à ta question. Parce que dans un sens, on est constamment manipulé par la pensée. Si la pensée n'origine pas de nous, bon, on peut dire qu'on est constamment manipulé par la pensée. Par contre, on n'est pas constamment ébranlé par la pensée ou déstabilisé émotivement. OK. Donc, autrement dit, on peut être confronté à différentes pensées dans sa psyché, mais si on est capable d'être stable mentalement par rapport, par exemple, au cauchemar qui peut nous être présenté pendant la nuit de sommeil, ben à ce moment-là, on est libre de l'impact d'une manipulation qu'on cherche à nous faire vivre à travers la pensée. Mais pour répondre à ta question, j'aurais de la difficulté à donner un chiffre parce qu'il y a une fluctuation par rapport à l'incidence, par exemple, émotionnelle ou réflexive que va avoir la pensée ou l'événement dans ma vie, dans le sens qu'à un moment donné, il y a certains événements qui ne m'amènent pas à réagir émotivement, donc à être manipulé pour vibrer à de l'émotionnel, comme par exemple, lorsque j'étais plus jeune, j'écoutais des films d'action là, avec Rambo, avec Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger ou certaines Mhm. personnes, puis là, ça me faisait vibrer émotivement, puis j'embarquais là-dedans. Donc, tandis qu'aujourd'hui, je peux regarder ça, puis je ne vibre pas émotivement comme autrefois. Donc, à ce OK. moment-là, je peux dire que je suis moins manipulable par l'hypnose qui est générée par le cinéma. Parce que quand on écoute un film, on peut être absorbé par rapport au son puis à l'image qu'on perçoit. Et dans mon rapport à l'esprit puis au cinéma intérieur, c'est-à-dire le rêve, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis moins manipulable, mais ça fluctue. Puis il y a des choses qui vont me déranger plus que d'autres. Donc, à un moment donné, je peux vibrer émotivement à 40%, à un moment donné à 100% si je me fais récupérer. Puis après ça, je me OK. restabilise. Fait que ça fluctue, là, l'affaire de la manipulation. Puis C'est de l'ajustement, dans le fond. ouais, c'est ça, exactement. Mais dans le sens que... OK, je vais te Oui, supposons, oui, là, vas-y. tu as commencé, mettons, à 17 ans. Supposons que tu te faisais manipuler un chiffre comme ça, là, 80% non-stop. Mhm. Tout le temps avec les fluctuations. Mais Ouais. maintenant, rendu à 38 ans, supposons que tu fais manipuler, mettons, à 50%, mais ça fluctue tout le temps, mais si tu es stable pas mal à 50%. C'est plus à ce niveau-là la question, là. Mais avec les fluctuations pareilles, on s'entend. Ouais, non, mais en lien avec ton propos, je pense que tu captes bien là, ma réalité, dans le sens Ouais. que en tant qu'égo, je suis beaucoup plus stable à 38 ans qu'à 17 ans, là. Donc, il y a moins de choses qui m'ébranlent qu'autrefois, là. Ça, c'est clair, là. Puis à quel niveau d'évolution versus la maturité qu'on peut appeler, ça peut jouer là-dedans? Ben, c'est-à-dire que par rapport à la manipulation, c'est que lorsque tu vois la manipulation qui s'opère, ben à ce moment-là, tu en souffres moins parce que tu peux prendre la perspective de la personne qui est détachée là, de ce dernier. C'est-à-dire que tu peux développer une plus grande objectivité mentale, être plus dans une conscience spectatrice plutôt qu'une conscience réactive par rapport à la manipulation, puis réagir du tac au tac par rapport à une pensée ou à un événement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un détachement qui s'installe avec le temps, dans le OK. sens que, par exemple, je vais amener ça en concret parce que c'est un petit peu abstrait, là. Mhm. Autrefois, j'écoutais des bulletins de nouvelles, puis Oui. on entendait parler d'un attentat terroriste ou d'une catastrophe naturelle de grande envergure, puis ça pouvait me déstabiliser émotivement. Tandis qu'aujourd'hui, ça me déstabilise presque plus.
Peu ou pas. OK. Ouais. Là, je vais aller plus sur le volet professionnel. OK. OK. Qu'est-ce qui te motive à faire des interviews? Ben, ce qui me motive à la base, c'est de répondre à mon besoin. Comme mentionné tantôt, par rapport à la question de l'amitié, c'est sûr que de trouver des gens sur la même longueur d'onde, ça ne court pas les rues. Donc, autrement dit, mon propre besoin individuel de socialiser avec des gens, d'avoir du plaisir à discuter, m'a amené, entre autres, à faire des entrevues pour briser l'isolement. Parce que c'est sûr que j'aurais pu attendre, comme beaucoup de personnes, que quelqu'un, à quelque part, se lève et décide de faire des entrevues sur YouTube pour parler de conscience supramentale. Ah, Mais ben, des Philippe Dufresne, il n'y en a pas trouvé coin de rue, hein? exactement. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut attendre longtemps après les autres. Tu sais, il y a des gens présentement qui attendent le retour du Christ, le retour des extraterrestres pour les sauver ou des anges. Mais tant que la personne est en attente, elle est passive. Donc, moi, j'ai décidé d'être actif dans ma vie puis de me donner les échanges avec les gens que j'ai besoin pour être dynamisé dans ma psyché. Ouais, c'est bon. Qui as-tu comme modèle, comme intervieweur? J'en ai plusieurs. C'est sûr que l'un de mes préférés, c'est le Doc Mayou. Donc, ce psychiatre québécois que j'écoute depuis plusieurs années. Donc, il fait de la radio là, depuis les années 90. Et ce que j'apprécie beaucoup chez lui en particulier, c'est lorsque les gens appellent pour des lignes ouvertes, il va poser des questions, puis il va créer une tension énergétique pour amener la personne à répondre. Dans le sens, il est allumé. Il est très, très, très vite d'esprit. Exactement. Non seulement il est vite, mais dans sa question, pas tout le temps, mais souvent, il peut être très vibrant au niveau de l'esprit pour amener du dévoilement, amener des clarifications. Là. Il va dire à la personne, c'est quoi que vous voulez dire? Là? Il va créer une tension qui va faire en sorte que la personne ne pourra pas prendre une heure à réfléchir, puis à calculer, puis être dans le perfectionnisme pour avoir des beaux propos. Il va amener la personne à parler. Il élimine la langue de bois. C'est ça. Il va amener la personne à parler sans réfléchir pour qu'elle exprime le réel dans sa parole. Puis il va faire parler de l'esprit au travers de la personne de l'autre. Exactement. D'une certaine façon, là, ça se fait pas explicitement. Puis c'est ça, exactement. Malgré lui. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ça en est un bon. Exactement. Puis d'ailleurs, pour parler avec quelqu'un puis faire un exercice de canalisation, l'un des moyens d'y arriver, c'est de poser des questions en rafale à la personne pour pas que la personne prenne une heure à réfléchir, puis là, elle ne soit pas en mode canalisation. Il faut amener la personne à être spontanée. Ouais. Fait que lui, c'est ce qu'il réussissait à faire, puis c'est sûr qu'il y a une certaine autorité dans sa parole. Donc, quand il y a des gens qui mentent ou qui le bullshit, ben, il va revenir à la charge, puis il va sous-questionner. C'est ça, il y a une conscience de clarification, d'exploration. Fait que ça amène un dévoilement de qu'est-ce qui est occulte, qu'est-ce que la personne veut cacher, camoufler, puis rendre opaque avec un voile. Fait que sa parole, avec ses questions très incisives d'exploration en profondeur, amène une forme de pénétration psychique de l'esprit à travers ses propos pour favoriser un dévoilement du réel. Exact. Qui aurais-tu ou aimerais-tu interviewer? Ton gros poisson, là. Ben, s'il serait encore vivant, ça serait été Bernard de Montréal, là, naturellement. Ouais, là. Ça, je m'en doute. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à se répondre lui parce qu'il est mort. Mais sinon. Sais-tu, je suis un homme qui est pas mal comblé. J'ai interviewé Daniel Ménard, que lui, j'ai beaucoup apprécié. Puis j'écoute ces temps-ci ses enregistrements. Non, je suis content. Tant mieux. Mais sinon, moi, tu me parlais du Doc Mayou, ça serait un beau défi pour toi. Pas nécessairement. Bien préparé, des bonnes questions, ça va être intéressant. Ben, peut-être. C'est parce que lui, il n'est pas dans le supramental. Fait que l'exploration avec lui irait à un certain niveau, mais il y a des choses qu'il ne capterait pas nécessairement parce que, dans le fond, lui parler de l'esprit, de l'âme, puis tout ça, oublie ça. Là. Lui, c'est un athée. Puis il est assez... Quoique, ce que ma mère m'a dit qu'elle l'écoutait récemment, qu'il était un peu plus ouvert au paranormal, mais...
lui, à la base, il avait une façon de traiter les gens en disant bon, si tu dis que tu vois des extraterrestres, ben écoutez, monsieur, il y a des pilules pour ça. Non, puis c'est correct. Puis moi, justement, j'aime son verbe par rapport à ça. Mais hey, en faisant cette entrevue-là, je viens de voir que ça pourrait être un super beau défi. Mais ça, je rentrais dans directement dans le giron du supramental ou esprit avec lui, ou y imposer ta vision de faire. Mais en préparant un beau matériel, je pense qu'il y aurait de quoi d'intéressant et le fun à faire avec lui. Ouais. Ben, OK. si tu veux le faire, Philippe, pourquoi pas? Mais moi, je n'ai pas nécessairement la vibration pour ça présentement. Et puis, le travail qu'il fait le Doc Mayou est correct à son niveau. Par contre, c'est sûr que je conteste le fait qu'il a été longtemps fermé d'esprit. Tu sais, au lieu de dire à quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il a vu des extraterrestres, lui, il part de la prémisse que c'est nécessairement des hallucinations. OK. Au lieu de lui donner le bénéfice du doute en disant ça pourrait peut-être être possible. Tu sais. Ouais. On sent des fois qu'il y a un préjugé par rapport à Il est ça. rigide. C'est ça. Ou la question de la vie après la mort, que pour lui, c'est toute de la bullshit. Donc, il y a un côté. Quoique, j'ai l'impression qu'il s'ouvre un petit peu plus présentement, mais pour des raisons de politesse. Parce que c'est déjà fait de critiquer qu'il était trop fermé là, par rapport au paranormal. Mais il faudrait que je chante une ouverture réelle de sa part, puis une mise en OK. vibration pour aller dans ce sens-là. Parce que sans ça, non, ça ne m'intéresserait pas. Intéressant. OK. Fait qu'on va passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui te guide à poser des questions à tes invités? Ajustes-tu tes questions par rapport à leurs réponses durant une entrevue? Oui, certainement. Donc, c'est sûr que des fois, je prends des petites notes, là, comme j'avais fait à un moment donné un exercice de canalisation avec Malia, puis j'avais pris en note certains mots-clés. Et puis, à partir de ça, je pose des questions. Ou des fois, c'est sans notes aussi. Mais c'est sûr que si je suis en mode canalisation de l'esprit, ça se fait facile. C'est comme si, dans le fond, moi, je suis juste là, puis ça me dit intérieurement qu'est-ce que je dois poser comme question. OK, comme Donc, moi à soir. ben exactement. OK. Ça s'enchaîne tout seul, c'est naturel. Tu sais, ça se fait sans réflexion. Ben, c'est comme présentement, en ce moment, là, j'ai ma base de questions. Oui. Mais là, je t'ai posé 4 fois plus de questions que je posais d'avoir écrit sur ma feuille. Ben, c'est sûr que ça se fait aussi naturellement de sous-questionner. Tu sais, moi, j'amène un élément, puis là, toi, il vient en tête l'idée d'une question, puis ça s'enchaîne comme ça, là. Exactement, là, ouais. Est-ce que ça te demande un effort mental pour préparer une entrevue ou ça coule comme si rien n'était? Ben, je te dirais que c'est de moins en moins un effort mental, puis c'est de plus en plus dans la fluidité. C'est sûr qu'au début, quand que j'ai commencé à faire des entrevues, des fois pour des raisons d'insécurité psychologique, j'avais plus tendance à vouloir prendre des notes. Tandis que là, mon objectif, c'est 0 note avec le temps, là. Que ce soit tout simplement fluide dans la manière que ça va se faire. Puis l'esprit, c'est fluide en tant que tel. Et, Posé. exactement. C'est sûr que l'esprit aussi peut nous amener à passer du coq à l'âne. Ça, c'est d'autres aspects, dans le sens que c'est pas linéaire, puis c'est multidimensionnel, ce qui fait que ça peut être facile de s'éparpiller lorsqu'on est en contact avec l'esprit, parce que l'esprit ne va pas passer du 1.1 au 1.2, 1.3. Il n'y a pas une logique qui est séquentielle, là. Oui, parce que nous autres, les atteints directement, on pense aux personnes qui vont entendre l'enregistrement pour pas qu'il y ait une certaine côté linéaire, mais l'esprit, eux autres, s'en foutent pas mal, qu'il y ait des personnes qui écoutent ça ou pas. Eux autres, ouais, on a un job à faire, on y va. Ouais, exactement. Si l'esprit veut s'exprimer à travers nous dans le cadre d'un enregistrement, il va nous passer le matériel. Mais c'est sûr que de l'intelligence, c'est intelligent aussi, dans le sens que peut-être que du matériel qu'on n'aura pas choisi ou préparé en tant qu'égaux, qui va être acheminé dans nos propos par canalisation sans qu'on s'en rende compte, et que peut-être que ça va répondre à des questions de certaines personnes qui vont écouter l'enregistrement. Ah, Donc, c'est bon, ça, c'est vrai, ben oui. Ouais. Autrement dit, l'esprit peut se servir de nous autres pour véhiculer des messages à certaines personnes qui vont nous écouter à distance. Je pense entre autres au témoignage que j'ai eu d'une de mes auditrices qui me racontait que par rapport à un invité que j'avais reçu, que je posais exactement les questions qu'elle avait envie de lui poser. Puis OK. elle se demandait si j'avais canalisé sa pensée ou... Mais j'ai dit non, ça me venait comme ça. J'ai pas fait d'effort. Puis Wow. Ah, c'est très bon, ça. Hey, c'est le fun.
Ouais. Comment tu t'ajustes à un invité, mettons, qui est bokeh? Mettons, je te donne des exemples, mettons, des réponses courtes ou désintéressées. Ben, c'est sûr que si je sens une fermeture ou un désintérêt à faire l'entrevue, je vais regarder au niveau du ressenti qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est sûr que si je capte que le timing n'est pas là, ben, je vais avoir tendance à vouloir écourter ou finaliser l'entrevue. Donc, c'est sûr que je peux explorer. S'il y a un malaise, ben, je vais essayer de clarifier avec lui c'est quoi, puis de voir si je peux m'ajuster en conséquence. OK. Mais ce que je te dirais, c'est que présentement, étant donné que les entrevues se font sur une base volontaire, les gens ne sont pas payés pour ça. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ça, ils ne le font pas par l'argent. Fait que, comme c'est une motivation qui est réelle chez les gens, ben, habituellement, j'ai pas de problème là, présentement. Là, à date, là, j'ai pas eu, par rapport aux invités que j'ai eus à l'heure actuelle là, sur YouTube, là, j'ai pas eu de problématiques là, importantes. Là. Bon, c'est tant mieux de même aussi, là. Pas obligé de Exact. gérer ça trop. C'est tant mieux. Mais de toute façon, si la personne n'est pas capable de me sentir, elle ne sera pas intéressée à me dire oui pour une entrevue. Fait que ça s'élimine déjà comme ça, j'ai l'impression, au niveau du filtrage. oui, c'est ça, en effet. En général, ça prend combien de temps à préparer une entrevue? Ce qui m'est venu en tête, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. C'est sûr que des fois, je vais rencontrer un invité, puis dans les heures qui vont précéder, il va me venir des fois en tête des idées de questions. Je peux être assis dans mon divan. Ah, il me vient en tête telle question, je la prends en note. Des fois, je travaille comme ça. Ou OK. sinon, c'est vraiment live. Tu sais, je me présente devant l'ordinateur, puis là, je dis bonjour, puis là, ça commence, puis ça s'enchaîne tout seul. Fait que, il n'y a pas de grosse préparation. Puis c'est sûr que si, dans le fond, il y aurait trop de préparation, puis je me tiendrais rigidement à ça, ben on perdrait en termes de fluidité puis de qualité vibratoire. Fait que, idéalement, là, c'est zéro préparation, que tout se OK. fait dans l'instantanéité du moment présent pour vraiment goûter à la vibration qui est en présence plutôt qu'être dans du mémoriel puis du passé par rapport ah ben là j'ai fait 1.2 avant le 1.1 fait que là je réfléchis, je me sens coupable ou tu comprends? C'est qu'on peut s'enfarger dans une méthode ou des questions en ordre hiérarchique, puis ça crée une lourdeur. En fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, le grand constat que j'ai fait, c'est que moins qu'il y a de préparation, ça fait drôle à dire, là. Euh, Merci. exact! Eh oui. Ah, c'est vrai aussi. Mais je vais te poser la prochaine question, mais tu as déjà répondu indirectement. As-tu déjà préparé une entrevue en canalisant? Ben oui, en fait, dans le fond, en préparant une entrevue, en préparant, façon de parler, je sais que je vais faire une entrevue avec quelqu'un, par exemple, dans 2 jours. Fait que ce qui peut arriver, c'est que dans ces 2 jours-là, je fais différentes activités. Je peux faire à manger, puis il me vient en tête un sujet. Fait que je vais le prendre en note sur un papier. Ça me dit intérieurement, ah, tu aborderas avec lui tel sujet, à un moment donné, un autre sujet, un autre sujet. Des fois, je les prends en note, des fois non. Puis des fois, les mêmes sujets que ça m'a parlé intérieurement avant l'entrevue, ils reviennent pendant l'entrevue naturellement. Fait que, Oh, Colin, ça c'est bon, ça. oui, c'est ça, exactement. J'ai tendance à dire aussi aux gens qui m'entourent que si l'idée qui vous vient en tête est vraiment importante, puis vous la perdez parce que vous la notez pas, ben c'est pas grave. Elle va revenir en temps voulu, étant donné que la pensée vient d'ailleurs. Fait qu'inquiétez-vous pas que si votre ajusteur de pensée veut vous passer un message pour vous ajuster, il va vous leur présenter l'information un peu plus tard. Wow, ça vient comme un vieil adage que ma mère me disait quand j'étais jeune aussi. Je voulais dire quelque chose, je m'en souvenais plus. Bah, c'était pas important. Pas plus long que ça. Fait que dans le fond, c'était pas vraiment important justement pour soit mon évolution ou ça restait peut-être une idée astrale aussi. Là. Non, exactement. Mais de toute façon, si l'idée est réellement importante, inquiète-toi pas qu'on va te la racheminer dans ta tête. OK, bon, oui, ça c'est intéressant aussi, c'est vrai. Je vais y aller pour la dernière question. Oui, bien sûr. C'est carrément sur un autre ordre d'idée, là. Ça risque d'être un développement très long ou très court. Bref, ressens-tu des entités? En vois-tu ou en entends-tu? Ouais, c'est une bonne question. Par rapport à la question de ressentir des entités, oui, je perçois par rapport à certains individus
des entités, c'est un petit peu comme des masses d'énergie qui se rapportent à des personnes. Des fois, je vais regarder les yeux de certaines personnes. Je peux me permettre ici de parler d'un personnage public que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire Donald Trump, le président actuel des États-Unis. Donc, lorsque je le regarde, c'est sûr que je vois que ses yeux sont vides. Il n'y a pas de lumière dans ses yeux. Puis pour moi, ce que je capte, c'est qu'il y a comme un brouillard. C'est comme chevauché par des entités qui vont, en fait, colorer son aura, sa structure énergétique. Donc, ça, c'est au niveau de la perception que j'ai. C'est sûr que je me permets de parler de lui en particulier, vu que c'est un personnage public. Planétaire, oui. Exactement, planétaire, qui est connu de tous. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir une mesure de son taux vibratoire. Je vais percevoir surtout à travers le regard. Puis aussi, c'est particulier. Je ne perçois pas avec mes yeux physiques des couleurs. Mais c'est comme si à un moment donné, je vis à certains moments une espèce d'état de transe légère. C'est comme si je perçois un corps d'énergie qui se superpose à la personne. Puis des fois, le corps est plus dense. Comme Donald Trump, ce que je perçois, c'est qu'il y a du brun, il y a du rouge. Il y a des couleurs plus denses que, par exemple, Barack Obama, ce que je voyais, des couleurs comme du bleu, du violet. Puis il y a un côté plus de haute spiritualité, Barack Obama, que Donald Trump. Donald Trump, il est plus terre-à-terre, il est plus dans un principe d'action, un principe aussi d'expression de la colère. Il est très intense. Par contre, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup, dans sa structure énergétique, d'éléments qui sont lourds. Puis il manque de transparence de l'ego, mais ça, bon, c'est un jugement que je porte, là. Mais pour faire une histoire courte, c'est que quand que... Je vais donner un exemple. Oui. Je vois sur Netflix, puis il apparaît à l'écran les titres de différents films. OK. Puis là, ça va me dire intérieurement, tel film, tu vas l'aimer. Je peux regarder la pochette, ça va être plus ou moins belle. Puis là, finalement, je commence à écouter le film, puis oui, j'aime ça. Puis c'est comme non négociable. C'est comme ça dit intérieurement. Daniel Ménard avait un bel adage. Il dit ça se passe comme ça commence. Dans le sens que tu vois, par exemple, tu vas au club, quoi qu'il y a de moins en moins de clubs vidéo, tu vois les pochettes de films, ou tu vois des individus à l'écran de la télévision, ou tu vois des gens sur Facebook, puis tu as tout de suite une mesure de vibratoire, c'est quoi la personne, qu'est-ce qu'elle est. Puis ça, je le capte, puis je sais rapidement, habituellement, Feeling. Ouais, au feeling, là, avec qui je vais m'entendre, puis qui que je m'entendrai pas, puis qui que ça va passer, puis qui que ça passera pas pour une éventuelle entrevue là, sur ma chaîne YouTube. Ouais, je suis pas mal là-dessus, moi, tout. C'est feeling, je suis quand même pas si pire. Mm-hmm. T'entends-tu des voix extérieures de ton esprit? Des voix astrales, dans le fond? Ouais, ben, dans un sens, je te dirais oui. Oui. Je suis obligé de dire oui. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui... comment avec ça? Ben, écoute, parce que si je capte une voix avec un taux vibratoire plus bas que celle de mon esprit, j'aurai une mesure que cette voix-là manque d'ajustement. Donc, je la suivrai pas. Parce qu'à ce moment-là, ça va être une voie de perdiction. C'est sûr, dans l'Église, l'enseignement religieux catholique d'autrefois, les gens se faisaient dire, vous avez un petit ange à côté de vous qui vous parle, puis un petit démon, un petit diable. OK, ouais, c'est un beau parallèle, ouais. Donc, d'un côté, l'ange, ça représente symboliquement le côté de haute spiritualité ou l'esprit, puis le petit démon, ben, c'est le bas astral qui peut vous parler. Mais ça, je le vis. C'est sûr qu'il y a une dualité que je peux connaître par rapport à des voix dissonantes. Mais, dans le fond, ce que j'en suis venu à la conclusion, c'est de suivre la voix intérieure qui me permet d'avoir accès à un plus haut taux d'énergie qui est en lien avec l'élan vital fondamental de mon être. Donc, si c'est une voix qui est périphérique, je sais que ça ne vient pas de ma source, puis je sais que si j'agis en ce sens-là, ça participe à un phénomène de dévitalisation de mon être, là. Bon, Caroline... Mais j'ai pas fini de répondre à ta question, j'ai d'autres éléments. Ah, ben vas-y, garde-toi, excuse. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que c'est très subtil, la question de perception. C'est sûr que la question des voix est en lien avec une forme de tabou social, parce que c'est sûr que dans le domaine de la psychiatrie, à l'heure actuelle,
bien, c'est pas reconnu l'existence des plans parallèles d'une manière officielle. Puis les psychiatres ont tendance à dire que ben, si quelqu'un entend des voix, c'est nécessairement des hallucinations. Prends une pilule, ça va se passer. Exact, comme dirait le Doc Mayou, Ouais. j'ai déjà entendu dire. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour moi, ça c'est un élément important à mentionner, c'est que le fait d'entendre des voix n'est pas nécessairement en soi un problème de santé mentale. Ben Parce que non. ça a été vu historiquement comme étant un symptôme de la schizophrénie. Donc, pour moi, le fait d'entendre des voix n'est pas un problème en soi, c'est plutôt le fait de ne pas être capable de gérer intelligemment ses perceptions de voix qui peut devenir un problème. Nuance. Ben, dépendant à quelle fréquence ils sont, à quelle puis aussi comment l'intensité. Certaines personnes perçoivent les voix pas mal plus intenses, pas mal plus fortes dans leur tête, qui vont s'acharner sur cette personne-là. Puis d'autres personnes, peut-être que c'est pas mal moins intense aussi. On ne Ouais, sait pas. exactement. C'est parce qu'il y a des gens qui vont entendre des voix puis ils vont vivre un état de possession. En termes psychiatriques, un état psychose où la personne perd contact avec la réalité, dans le sens qu'elle est englobée par la voix. Puis la personne n'a pas une volonté développée, affirmée et oppositionnelle par rapport à la voix. Fait qu'à ce moment-là, en étant en harmonie avec une voix d'une entité qui la possède, ben la personne est dépossédée à ce moment-là simultanément de son individualité. Exact. Donc, elle va tomber dans la déchéance psychique. Il y a des gens qui entendent des voix puis ils sont pas capables de tenir le logement, sont pas capables de se faire à manger, sont pas capables de travailler. Puis, il y a des gens qui vont faire des tentatives de suicide sous l'influence de voix. Donc, ça peut aller très loin, le phénomène d'entendre des voix. D'où l'importance d'être capable de faire preuve d'esprit critique, de discernement, puis de contestation. Et comme le disait surtout Bernard de Montréal, d'où l'importance de ne pas croire. Donc, Exact, les voix parce qu'on que ça peut m'est entendre. déjà arrivé quelques fois où on dira OK, sacrez-moi patience, là, take a break. Ça finit ça là. Non, c'est ça, il faut s'affirmer pour, dans le fond, se libérer de l'influence des voix puis les remettre à leur place pour ne pas être soumis à elles. Donc, c'est ça, c'est un élément important. Mais sinon, pour ce qui est de la perception d'entité, j'ai vécu une expérience quand même assez particulière il y a quelques années. OK? C'est-à-dire que moi et mon ancienne compagne, nous avions été voir un médium. Et puis, par rapport à mon ancienne compagne, c'est que sa mère avait été enceinte d'une fille. Elle avait fait une fausse couche. Et puis, tous les trois, on a perçu l'enfant, là. C'est-à-dire l'esprit. C'est particulier ce on a perçu. C'est une perception, en tout cas, une perception que j'ai eue d'une entité astrale. Puis les deux autres aussi. OK. Elle était présente, cette âme-là, dans la pièce avec nous. Puis, on a été émus. Moi puis ma compagne, on a eu un petit peu la larme aux yeux. Là, donc, on percevait l'entité. Moi, ce que je percevais, c'était une couleur orangée. Tu sais, c'est sûr que l'entité n'était pas dans une vibration blanche supramentale. Son aura était colorée, était en voie d'évolution. Mais on était tous les trois à la percevoir. Tu sais, c'était pas juste moi qui apercevais. Fait que comme on était trois, c'était plus objectif comme phénomène que si j'aurais été tout seul. Tu comprends? Exact. Ah, puis vous l'avez vu toutes de la même couleur aussi? Ah, ça, c'est un point que tu soulèves. J'ai pas posé la question en même temps à ma compagne et au médium qui était là s'ils l'ont perçu de la même couleur, mais les trois, on a perçu la présence. Ah, c'est le fun. Ouais, eux autres, ils m'ont dit qu'ils ont perçu la présence en même temps, mais ça n'a pas été... J'ai pas demandé un détail de la perception qu'ils en ont eu. Ouais. OK. Wow. Ah, c'est intéressant. Mais sinon, par rapport à la perception d'entité, je peux extrapoler ça aussi par rapport à la perception d'une ambiance, dans le sens que j'entre dans un lieu, comme par exemple une église, ben je peux OK. percevoir la vibration, par exemple, de haute spiritualité. Donc, c'est sûr que si je vais... Ben d'ailleurs, ça, c'est une perception que j'ai eue avec ma mère. On va une fois de temps en temps parce qu'elle est religieuse. Je l'accompagne à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est une très belle église en périphérie de la ville de Québec. Et Très puis, renommé. exactement, une renommée internationale. Et il y a des belles peintures. Moi, c'est le côté esthétique que j'apprécie. Puis on va au sous-sol. Il y a un endroit où les gens peuvent se recueillir et prier. Et il y a des chandelles qui sont allumées. Puis on perçoit tous les deux une entité à la même place. Ah ben. Ouais. Donc, Wow. ouais, c'est particulier. Mais c'est une entité de haute spiritualité, là.
Mais elle cherche à donner un réconfort aux gens qui vont là. Fait que tous les deux, on a eu la même perception au même endroit. Fait que des fois, il y a des petites perceptions que j'ai comme ça qui ont cours. Donc, pour moi, la réalité invisible se manifeste de différentes façons, dans le sens que je peux penser à quelqu'un, puis la personne, simultanément, elle peut me téléphoner, m'écrire un courriel ou me contacter sur Facebook. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Donc, c'est comme si on est tous les deux branchés à distance pour entrer en communication. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça m'arrive aussi quelquefois. Puis quand tu parles d'endroit rentrer dans un lieu, ben, moi aussi, je peux ressentir la vibration. Ouais, c'est bonne, si elle est pesante, si c'est lourd. Je rentrais dans une maison, je trouve que c'est pesant ici. J'ai hâte d'en sortir déjà, tu sais. Exact. Parce que, après tout, les lieux ont tendance à être imprégnés de la vibration des gens qui les occupent. Oui, en effet. Donc, c'est sûr que ça, c'est un aspect intéressant à aborder parce que, après tout, comme moi, par exemple, je vis en logement présentement, puis j'ai une intention de conscience qui est faite pour que le logement soit investi de la vibration de l'esprit et que les entités astrales ne viennent pas. Donc, c'est sûr que mon autorité présentement n'est pas absolue, là, mais quand même, en ayant une intention de conscience comme ça participe à garder mon lieu en termes... Oui, c'est ça, sain. Donc, c'est sûr que ça exclut pas qu'il peut y avoir quand même des entrées astrales. Là. Je ne suis pas parfait. Il me reste sans doute encore des failles d'âme à ajuster. Mais, je te dirais juste le fait d'en être conscient, déjà là, c'est un gros bout de fait. Exactement. Fait que c'est sûr que dans ma démarche, tu sais, les gens qui vont m'entendre, je ne demande pas naturellement de me croire, là, évaluer par rapport à vous si ça vibre ou non, mais en ce qui me concerne, je trouve ça plus intelligent d'avoir l'intention que le lieu où on réside soit investi par la lumière de l'esprit que de rien faire du tout. Bon, puis c'est vrai de ça, puis comme tu disais tantôt, ça force absolument rien non plus. Tu laisses couler, puis c'est tout, ça se fait tout seul. Exactement. Exactement. C'est pas un effort, puis tu ne te retrouves pas embarqué sur la tête des autres non plus pour faire ce travail-là. Fait que ça dérange personne alentour non plus. Non, exactement. Fait que c'est sûr qu'il faut être spécifique aussi dans ce qu'on demande. T'sais, c'est sûr que si quelqu'un voudrait que l'aréna soit investi de la présence de son esprit au moment d'un match de hockey, ben là, il se met en opposition contre un paquet d'entités des gens qui sont en présence, qui sont là. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça que... dans le pied. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je précise que c'est le lieu où je réside, mon logement, pas les voisins, pas les gens dans mon quartier, parce que sans ça, je suis dans une dynamique trop grande de prise en charge. Ben, entre autres, puis de commencer, là, en plus de ça, c'est de prise en charge. Ça serait justement d'être en... Tu avais dit le mot tantôt, d'imposer ta présence aux autres. Ça, d'un, c'est exclu, à part accepter que tu viens de faire une conjointe plus tard, mais ça serait d'expliquer ta vibration face à comment tu veux avoir ton logement, puis avec tes ressentis. Ouais. Exactement. Puis ça, c'est... tu ouvres la porte sur quelque chose de particulier, parce que c'est sûr que plus qu'une personne vit un processus de conscientisation, et plus que ça devient complexe pour se trouver un partenaire sur la même longueur d'onde, étant donné que les gens ne vivent pas le processus nécessairement en même temps, donc au niveau collectif, vu que c'est individuel. Donc, à ce moment-là, de trouver quelqu'un avec lequel il va avoir une belle synergie, à mesure qu'on va le mettre un peu plus objectif, à mesure que quelqu'un s'élève psychiquement en intégrant la vibration de l'esprit qui descend en lui, bien, à mesure que ça devient difficile de trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde, parce que plus que la personne avance dans le processus d'intégration de l'énergie de l'esprit, et moins il y a de partenaires éventuellement qui sont disponibles, qui sont sur la même longueur d'onde. En effet, c'est pour ça que j'ai changé souvent de conjointe ces derniers temps. OK. Bon. Bon, ben moi, sur ça va conclure l'entrevue, mon cher David. Ça fut un très plaisir, puis je ne ferai pas d'autres entrevues. J'ai eu bien du fun, par exemple, avec cette expérience-là. Ben, tant mieux, Philippe. Moi, j'ai apprécié la qualité de tes questions, ton écoute. Donc, moi, j'étais parti, là. Je trouvais ça bien intéressant, là, comme...
Ouais, Je vais t'avouer, je ne l'ai pas fait pour moi pantoute. C'était juste pour les YouTubers, justement, pour en savoir un peu plus sur M. Lévesque. Puis c'est mon objectif, je pense, qui est atteint, là. Puis tant mieux, je t'ai senti très, très à l'aise en plus face à ça. Tu t'es pas senti coincé par mes questions. Non, tu Moi, je suis à posais... l'aise avec ça. Excellent. Fait que toi, tu as posé des questions très pertinentes, puis tu as très bien fait ça. Donc, ben écoute, je te remercie donc de m'avoir permis pour la première fois sur ma chaîne YouTube d'être l'invité de l'enregistrement. Ben, ça fait plaisir. Puis je te souhaite un autre 300 enregistrements. Pourquoi pas? Bon, ben, je te souhaite une belle soirée. Excellent, donc à bientôt.